Bonjour. Qu'est-ce que les mathématiques peuvent dire à propos des formes qui nous entourent, dans le monde qui nous entoure, que ce soit la nature ou que ce soit des objets de la vie quotidienne courante? Par exemple, ici, j'ai un objet qui est fabriqué avec une face plane. Ça peut être des choses qu'on trouve dans la nature, comme cet objet qui est fait en pyrite, qui a été ramassé dans la nature. Donc ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on connaît bien, qui est un cube. Ça se trouve dans des amas de ce genre, où on trouve beaucoup de faces qui sont planes. Là, c'est un petit peu petit, mais disons qu'on trouve comme ça quelques objets assez étonnants, puisque c'est la nature elle-même qui les a fabriqués, ou des cristaux comme ça, qui sont des objets donc fabriqués avec des faces planes. Pour l'essentiel, on a des faces planes, comme les modèles qui sont présentés ici. Ça peut aller jusqu'à un objet comme celui-là que tout le monde connaît, qui est quand même quelque chose qui sert à rouler, qui est bien rond, mais qui pourrait se contenter d'être sous cette forme-là, et qui, ici, est modélisé par des faces planes. Mais en fait, on aurait le même agencement de faces et on verrait le même objet en regardant ce polyèdre, cet objet ici. Alors, ça se rencontre aussi quand on regarde, on a l'habitude d'utiliser des objets comme celui-là qu'on peut faire rouler de façon assez classique, mais le dé lui-même, qui n'est pas vraiment fait avec que des faces planes, pourrait être remplacé par un cube qui roule lui aussi de façon assez naturelle, bien qu'il soit avec des angles, contrairement au dé tel qu'il est ici. Donc on a un certain nombre d'objets comme ça, qu'on peut décrire comme des polyèdres, c'est-à-dire quelque chose qui a plusieurs faces, une face qui est plane, qui rencontre une autre face qui est plane, et qui rencontre suivant ce qu'on appelle une arête. Donc on a comme ça un certain nombre d'objets sur lesquels les mathématiciens ont des choses à dire, plus facilement que sur un dé qui est plus ou moins abîmé, plus ou moins usé, etc. Voilà ce qu'on appelle les polyèdres de Platon. Platon, c'est un philosophe de l'Antiquité, un grec, vers moins 400 avant Jésus-Christ, donc, qui utilise ces polyèdres pour décrire les différents éléments constitutifs de la matière, d'après lui, le feu, l'air, l'eau, etc. Et puis ça lui sert aussi, en les imbriquant les uns dans les autres, à faire de l'astronomie, à expliquer où se trouvent les astres, les uns par rapport aux autres, et autour de la Terre. Donc c'est traditionnellement ce qu'on appelle les polyèdres de Platon, mais c'est les solides de Platon, mais c'est aussi ce qu'on appelle les polyèdres réguliers convexes. Alors, on peut commencer par les décrire, il y en a qu'on connaît bien. Par exemple, celui-là, c'est ce que nous on appelle le cube. Eux, ils appelaient ça hexaèdre. Polyèdre, ça veut dire plusieurs faces, donc c'est fait avec plusieurs faces. Et quand il y en a 6 comme celui-là, on appelle ça un hexaèdre, comme on appelle un hexagone, quelque chose qui a 6 côtés. Alors ici, on a 6 faces, ils appellent ça un hexaèdre, c'est ce que nous on appelle un cube. Si on regarde la façon dont les Grecs décrivaient les polyèdres, et dont ils s'y intéressaient, ils passaient leur temps à tout mesurer, tout calculer, aussi bien les longueurs que les angles, pour essayer de tout savoir sur le polyèdre en question. Si on s'y prend d'une façon un petit peu différente, mais il a fallu attendre pas mal d'années, grosso modo le XVIIe siècle, pour voir les choses de cette façon-là, on se contente dans un premier temps de décrire comment est fabriqué, qu'est-ce qui est constitutif dans ce cube ou dans ce polyèdre en général. Donc ici, si on regarde, c'est fait avec des faces. On a dit, il y en a 6. C'est comme pour le cube, comme pour le dé. Le cube, tout le monde sait que le dé a 6 faces, donc normalement, tout le monde devrait savoir qu'un cube a 6 faces. Entre deux faces, il y a ce qu'on appelle des arêtes, et les arêtes se rejoignent en ce qu'on appelle des sommets. Donc, si on regarde, pour fabriquer le cube, ici j'ai 1, 2, 3, 4 sommets qui font la face carrée d'en haut, 4 sommets aussi en bas qui font la face carrée d'en bas, et puis il n'y a pas d'autres sommets. Donc ça me fait 8 sommets. Si je regarde le nombre d'arêtes, le nombre d'arêtes, pour le carré d'en haut, ici, j'ai 4 arêtes, les 4 côtés de la face carrée. Pour le carré d'en bas, j'ai aussi 4 arêtes. Et pour les relier, pour que ça fasse le cube, il y a 4 arêtes verticales. Donc ça me fait 12 arêtes. Et je peux décrire le cube essentiellement sans regarder de façon très précise les longueurs, les angles et tout ça. Je peux décrire le cube simplement en disant qu'il a 6 faces,
qu'il a 12 arêtes et qu'il a 8 sommets. C'est les éléments constitutifs du cube. Alors c'est quelque chose qu'on peut noter quand même avant de l'oublier. Pour le cube, il a des faces, 6, il a des arêtes, 12, et il a des sommets, 8. Ça, c'est un des polyèdres, un des solides de Platon. Il y en a d'autres. Le plus simple, c'est celui-là, c'est ce qu'on appelle le tétraèdre. C'est vraiment le plus simple, il est vraiment très simple. Il n'a que 4 faces, donc c'est pour ça qu'il s'appelle tétraèdre. Tétra, ça veut dire 4, èdre, face. Il n'a que 4 faces, et en fait, si on regarde, les 4 faces sont triangulaires. Si on le pose sur une face comme ça, pour l'essentiel, on a juste pris un point en dehors du plan de notre triangle, et on a relié ce point-là au triangle. C'est vraiment ce qu'on peut imaginer de plus simple comme façon de construire quelque chose qui ne soit pas à l'intérieur du plan, qui sorte du plan. Je démarre avec quelque chose qui est dans le plan, le triangle. Je prends un point en dehors et je le relie. Et quand je fais ça, j'obtiens un volume tellement simple que, d'une certaine façon, il risque d'être un petit peu compliqué. Si on le décrit, il y a ici une face triangulaire avec 3 pointes, 3 sommets, et puis celui qu'on a rajouté à l'extérieur, ça fait finalement 4 sommets. Des faces, j'en ai une en bas, et puis j'en ai 1, 2, 3 ici, ça m'en fait 4 aussi. Et des arêtes, j'en ai 1, 2, 3. Comme pour le cube, j'ai 3 arêtes en bas, 3 arêtes ici. Bon, j'ai passé en revue tous les éléments constitutifs, 4 faces, 4 sommets, et maintenant 6 arêtes. Donc je peux synthétiser ça ici, mais c'est vrai que si on regarde, le tétraèdre, il a 4 faces, il a 6 arêtes, il a 4 sommets, c'est vraiment très très petit tous ces nombres-là. Et si on regarde, c'est quand même un objet qui est assez curieux. Alors, on ne va pas rester trop longtemps dessus, mais c'est un objet qui est assez curieux parce qu'on peut prendre 2 sommets n'importe lesquels. Par exemple, ces deux-là. Par exemple, ces deux-là. Par exemple, ces deux-là. On peut prendre 2 sommets n'importe lesquels. Il y a toujours une arête qui relie les 2 sommets en question. Ce qui n'est pas vrai pour le cube. Si on regarde pour le cube, entre ces 2 sommets-là, il n'y a pas une arête. Entre ces 2 sommets ici, autour duquel je fais tourner le cube, c'est pareil, il n'y a pas une arête. Je peux aller carrément d'un sommet à un autre en allant à travers le volume sans rester au bord du volume. Ici, je ne peux pas. Je prends 2 sommets n'importe lesquels, il y a toujours une arête entre deux. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très simple, mais des fois aussi un petit peu trop simple, parce qu'un peu atypique par rapport aux autres, disons. Donc ça, c'est le tétraèdre, le cube. Maintenant, avec des faces qui sont triangulaires comme pour le tétraèdre, on peut fabriquer aussi cet objet ici, qui est ce qu'on appelle un octaèdre. L'octaèdre en question, il est essentiellement fait avec une pyramide et une deuxième pyramide qui ont été collées face à face, base à base. Ici, j'ai l'équivalent d'une pyramide égyptienne, un triangle, un deuxième triangle, un troisième triangle, un quatrième triangle et une base carrée. Et puis la même chose de ce côté-là, 4 triangles, une base carrée, et on les a collés base à base. Donc tout ce qu'on voit, c'est les faces triangulaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 triangles. Des sommets, il n'y en a pas beaucoup. Il y a les 4 qui servaient à faire les carrés. Et puis, le sommet de la pyramide et le sommet de l'autre pyramide. Donc finalement, ça me fait 6 sommets. Et des arêtes, quand on regarde, pour le carré, il y en a 4. Pour aller vers la pointe, ici, vers le sommet ici, il y en a à nouveau 4, pour relier chacun des sommets du carré au sommet de la pyramide. Et pareil de l'autre côté, 1, 2, 3, 4. Donc j'ai à nouveau 12 arêtes. J'avais 8 faces et j'avais 6 sommets. Donc c'est quelque chose que je peux synthétiser ici aussi. Pour l'octaèdre, qui s'appelle octaèdre parce qu'il a 8 faces. Octaèdre, c'est 8 faces. Donc c'est 8 faces, j'ai 12 arêtes et j'ai 6 sommets. Alors il en reste encore 2. Encore un qu'on peut fabriquer avec des triangles. C'est ce qu'on appelle l'icosaèdre, ici. Et un qu'on fabrique avec des pentagones, qui est ce qu'on appelle le dodécaèdre. Alors, si on regarde ces 2 objets, ils sont évidemment plus compliqués que les 3 précédents. Ils ont plus de faces, plus de sommets, plus d'arêtes. Ça commence à devenir délicat à compter, disons.
Donc, si on essaye ici, ben, ici, je n'ai que des triangles, disons. Quand je regarde par rapport à cette pointe-là, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 triangles répartis autour de ce sommet. En face, de l'autre côté, j'ai la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, ça me fait deux espèces de calottes, disons. Et au milieu, ben, en face de ce triangle, il y en a un autre. En face de ce triangle, il y en a un autre. En face de ce triangle, il y en a un autre, etc. Donc, en face de chacun de ces triangles, il y en a un. Et même chose de l'autre côté. En face de chacun de ces triangles, avec une arête commune, il y a aussi un triangle, un triangle, un triangle. Donc, finalement, la bande qui est ici autour, ben, ici j'ai une calotte, ici j'ai une calotte, et ici j'ai une espèce de bande qui est faite avec 10 triangles. Donc 5 triangles ici, 5 triangles là, 10 triangles ici. Au total, j'en suis à 20. 20 faces qui sont triangulaires. Et icosaèdre, ça veut dire 20 faces. Donc pour l'icosaèdre, j'en suis à 20 faces. Alors, il me reste à regarder ce qui se passe au niveau des sommets et au niveau des arêtes. Au niveau des sommets, ben, on peut reprendre. Ici, j'ai un sommet. Autour de lui, ben, il y en a 5. Pour faire les 5 triangles qui étaient là, je me retrouve avec 5 sommets ici. Ici, de ce côté-là, j'ai la même situation. Un sommet entouré par 5, mais je les ai tous pris. Donc j'en suis à 6 de ce côté-là, 6 de ce côté-là. Ça m'en fait 12 au total. Donc des sommets, il y en a 12. Et ce qui va être un peu plus délicat peut-être à compter, c'est le nombre d'arêtes. Le nombre d'arêtes, ben, allons-y, je redémarre d'ici. J'ai un sommet qui est entouré directement par 5 arêtes, qui est l'extrémité de 5 arêtes. Encore 5 ici pour fermer les triangles. Et la même chose de l'autre côté. Donc ici, j'en suis à 5 qui partent du sommet et 5 autour, 10. Ici, j'aurai pareil, 5 qui partent du sommet et 5 autour, ça m'en fait 10. Et puis il me reste le zigzag ici, entre les deux calottes. Le zigzag, ben, à chaque fois, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je me retrouve à nouveau avec 10 arêtes pour la bande qui est autour, entre les deux calottes, disons. Donc 10 ici et 10 entre les deux, ça me fait finalement 30 arêtes. Et il reste dans ces 5 volumes ici, il reste le dodécaèdre, qui est fabriqué avec des pentagones réguliers. Ben, il y en a combien? Là, c'est relativement facile à voir. Des faces, j'en ai une ici, qui a une arête commune avec celle-là, avec celle-là, avec celle-là, avec celle-là, avec celle-là. Chaque fois qu'il y a une arête ici, comme il y a 5 arêtes, j'ai 5 faces de ce côté-là. Et si je le retourne, un pentagone avec 5 pentagones autour de lui. Donc j'en ai 1 et 5, 6. La même chose de ce côté-là. Donc finalement, ça m'en fait 12. Dodéca, ça veut dire 2 plus 10. Hein. Dodécaèdre, il est avec 12 faces. Alors, si je regarde les sommets et les arêtes, les sommets, ici j'en ai pour le pentagone 5. Pour le pentagone qui est de l'autre côté, 5 aussi. Donc j'en suis à 10. Et puis il reste à regarder quels sont les sommets. Ben, les sommets, c'est le zigzag qui est ici. C'est les sommets de ce zigzag-là qu'il faut comptabiliser. Les autres ont été pris. Donc en face de ce pentagone, ben, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Donc je vais avoir, de cette façon-là, 5 sommets ici, 5 sommets là, et 10 entre eux. Ça me fait finalement 20 sommets. Et il reste à compter les arêtes. Comme pour l'icosaèdre, il y en a quelques-unes. Donc si je compte les arêtes, 5 pour ce pentagone, ici. 5 pour le pentagone de l'autre côté, ce sera pareil. À partir de ce pentagone, j'en ai une qui part ici, une qui part là, une qui part là, une qui part là, une qui part là, donc 5. Même chose de ce côté-là. Donc j'en suis à 5 et 5, 10, 5 et 5, 10. Et il me reste le zigzag ici, à fabriquer. Et le zigzag va faire la même chose, à nouveau 2, 2, 2. Donc finalement, je vais me retrouver avec 10 arêtes ici pour faire la ligne en zigzag. Donc je me retrouve avec 30 arêtes pour le dodécaèdre. Donc ça, c'est juste une espèce de zoologie, simplement décrire les objets qu'on a devant nous, là.
simplement en décrivant le nombre de faces, le nombre d'arêtes et le nombre de sommets pour chacun d'entre eux. Et on peut faire un certain nombre de remarques simplement en regardant les résultats qu'on a obtenus concernant ces 5 solides, qui sont ce qu'on appelle des polyèdres réguliers, parce qu'ils sont tous fabriqués avec des faces qui sont des polygones réguliers, et les angles entre deux faces sont tout le temps les mêmes. Ici, entre deux faces, il y a tout le temps le même angle. Les faces sont toutes carrées, et il y a tout le temps le même angle. Ici, ces 3 polyèdres sont fabriqués avec des triangles équilatéraux, et on a tout le temps le même angle entre deux faces. Et ici, c'est pareil, c'est des pentagones réguliers, et tout le temps le même angle entre deux faces. Donc c'est ce qu'on appelle des polyèdres réguliers, avec une petite remarque aussi sur l'octaèdre qui est relativement petit. C'est que si on regarde, j'ai dit qu'il était fait avec 2 pyramides base à base. Alors si maintenant je le retourne comme ça, je me rends compte que c'est ici et là que j'ai 2 pyramides base à base et qui tournent autour de ça, cet axe vertical. Et si je le renverse à nouveau, ben j'ai à nouveau une pyramide qui ont été collées base à base. Donc c'est assez étonnant, mais on peut retrouver les pyramides un petit peu dans toutes les positions, parce qu'il a 8 faces qui se partagent en 4 faces à 4. On peut oublier un petit peu les polyèdres directement et regarder ce qu'on a obtenu ici. Bon, si on regarde déjà les 2 dernières lignes, on voit que le 20 qui était ici est passé de ce côté-là, le 12 qui était ici est passé de ce côté-là, et le 30 est resté. Donc, on peut dire que ces deux-là vont ensemble, puisque les faces, les sommets et les arêtes, c'est les mêmes nombres. Simplement, les faces et les sommets ont été échangés. On a la même situation pour le cube et l'octaèdre. Le 8 a été échangé, le 6 a été échangé entre face et sommet, et le 12 est resté en tant qu'arête. Et puis il y a le tétraèdre qui reste tout seul, mais ce n'est pas très étonnant, puisque son nombre de faces et son nombre de sommets, c'est les mêmes. Donc on n'a rien à échanger à ce niveau-là, quoi. Alors si on essaye de voir ce que ça signifie au niveau des polyèdres, on peut essayer d'interpréter un petit peu ça et essayer de comprendre, de retrouver ça au niveau des polyèdres eux-mêmes. Par exemple, à partir du cube, donc de l'hexaèdre qu'on avait tout à l'heure, je vais, au centre de chaque face, mettre un sommet sur chacune des 6 faces. Et je vais relier 2 sommets s'ils correspondent à des faces qui ont une arête commune. Donc ces deux-là ici correspondaient à des faces qui avaient une arête commune. Je vais tirer une arête entre deux. Ces deux ici, devant, derrière, n'ont pas d'arête commune. Les 2 faces n'ont pas d'arête commune. Il n'y aura pas d'arête entre les 2 sommets. Je ne vais pas tirer de trait entre les 2 sommets. Entre ces deux-là, oui. Entre ces deux-là, oui. Entre ces deux-là, oui. Et si finalement on regarde, on va avoir un sommet ici, relié à celui-là, 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 celui-là. Et puis ces 4-là vont être reliés à celui qui est en dessous. Donc on va se retrouver dans la même situation que pour l'octaèdre, où on a un sommet en haut, un sommet en bas, une bande latérale qui donne les 4 sommets de la base de la pyramide d'en haut et de la pyramide d'en bas qu'on avait tout à l'heure. Et puis on les relie et on récupère l'octaèdre. Donc ce n'est pas très étonnant qu'à partir de l'hexaèdre, du cube, on obtienne l'octaèdre simplement en échangeant, en prenant les faces de l'un pour donner les sommets de l'autre. Et donc on va obtenir finalement cette situation-là. Quand on regarde le cube, si au lieu de le mettre juste au centre, je remonte un petit peu, eh ben, je vais fabriquer un octaèdre qui a les mêmes dimensions et qui montre bien qu'inversement, si maintenant, au centre de la face triangulaire ici, je place un point, et pareil ici, c'est-à-dire si je fais la même opération sur l'octaèdre, au-dessus de chaque face, je place un point, je récupère le cube lui-même. Donc l'octaèdre s'obtient à partir du cube, mais le cube s'obtient à partir de l'octaèdre. Donc ces 2 polyèdres vont être ce qu'on appelle des polyèdres duaux. On passe de l'un à l'autre, simplement en échangeant comme ça, en construisant un sommet au-dessus des faces, et en échangeant finalement les faces et les sommets sans changer les arêtes. Alors on peut faire ça avec le cube et l'octaèdre, on peut faire ça avec l'icosaèdre et le dodécaèdre. Si on fait la même manip, eh ben, on va avoir la même chose à partir de l'icosaèdre, qui a des faces triangulaires ici. On va fabriquer les faces pentagonales qui sont là, qui correspondent au dodécaèdre. Et inversement, à partir du dodécaèdre, on fabriquera les faces triangulaires qui correspondent à l'icosaèdre. Donc ça explique les 4 lignes ici. Et maintenant, si on regarde pour le tétraèdre, si on fait la même chose, on va avoir 3 sommets ici, et puis un sommet là,
et on va se retrouver avec un tétraèdre qui est la pointe en bas par rapport à celui-là. C'est-à-dire que si je place mon tétraèdre dans la même position que celui-là, ici, et que je monte un petit peu au-dessus de la face, eh ben, je récupère un tétraèdre qui est tourné vers le bas au lieu d'être tourné vers le haut. Mais donc le tétraèdre est son propre dual, il est autodual. L'hexaèdre, le cube et l'octaèdre sont duaux l'un de l'autre, et l'icosaèdre et le dodécaèdre sont duaux l'un de l'autre. Si on reprend les résultats qu'on a obtenus tout à l'heure à propos des polyèdres de Platon, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Euler, qui, il y a à peu près 300 ans, s'est rendu compte d'autre chose en regardant ces résultats-là. C'est-à-dire que si on regarde les résultats colonne par colonne, ce qu'on a ici et là, ça dépasse d'à peine 2 ce qu'on a là. 6 et 8, 14, c'est 2 de plus que 12. 4 et 4, 8, c'est 2 de plus que 6. 8 et 6, 14, c'est encore 2 de plus que 12. 20 et 12, 32, c'est 2 de plus. Et 12 et 20, 32, c'est 2 de plus. Donc on a une formule qui apparaît. C'est Euler qui traditionnellement est associé à cette formule. C'est le fait que le nombre de faces moins le nombre d'arêtes plus le nombre de sommets, ça fait tout le temps 2. Alors on a l'impression que c'est vrai pour les polyèdres de Platon. On peut dire que Euler et Platon ne sont pas tout à fait contemporains, que ce n'est pas du tout la même façon de regarder le même problème, donc les mêmes objets mathématiques. On a l'impression que ça marche pour autre chose que les polyèdres de Platon, pour des polyèdres qui ne seraient pas réguliers, qui ne seraient pas convexes, etc. En fait, ça marche pour beaucoup de polyèdres, mais pas pour tous. Pas pour tout ce qu'on a envie d'appeler polyèdre, en tout cas. Par exemple, si on prend quelque chose comme ça, ici, normalement, il ne devrait pas y avoir les deux petites arêtes jaunes ici. On a juste un cube qui a des arêtes bleues, et à l'intérieur duquel il y a un cube qui a des arêtes bleues aussi, qui est un peu plus petit. Et on va essayer d'imaginer que le grand cube est plein, et qu'on a à l'intérieur un petit trou qui est en forme de cube, qui est celui-là. Donc il faudrait imaginer qu'entre les deux cubes, c'est plein. Et quand on regarde la façon dont les choses s'organisent ici, bah, soit on est dans le grand cube, soit on est dans le petit cube, au point de vue des faces, au point de vue des arêtes et au point de vue des sommets. Donc les faces de cet objet, disons, sont les faces du grand cube et les faces du petit cube. Mais pour le cube, on sait qu'on a 6 faces, pour le grand comme pour le petit. Ça en fait 12 au total. Pour les arêtes, c'est pareil. Il y a les arêtes du grand cube et il y a les arêtes du petit cube. Donc il y en avait 12 pour le grand cube, il y en a 12 pour le petit cube. Au total, ça en fait 24 maintenant pour cet objet-là. Et pour les sommets, on en avait 8 pour chacun des deux. Donc ça en fait 16 finalement. C'est-à-dire qu'on a doublé les résultats ici. Si maintenant, on essaye de faire le calcul f moins a plus s avec cet objet ici, qui est formé de 2 cubes, disons, eh ben, ce qu'on va obtenir, c'est le double de ce que donne la formule d'Euler, c'est-à-dire 4 ici. Donc ça veut dire que cette formule-là, elle ne s'adapte pas à tout ce qui serait fait un petit peu n'importe comment, avec des faces planes, des arêtes, des sommets. Il faut réussir à organiser les choses un petit peu mieux pour réussir à décrire vraiment ce qu'on appelle un polyèdre. Mais disons que pour des polyèdres comme pour le ballon de foot, des polyèdres qu'on obtiendrait dans lesquels il suffirait de souffler et de tendre pour finalement obtenir quelque chose qui s'inscrit à la surface d'une sphère, disons, eh ben, ça marche encore, ça va encore fonctionner. Pour le ballon de foot, ça peut être un petit exercice amusant de compter combien il y a de faces, d'arêtes, de sommets. Par exemple, des faces, il y en a de 2 types. Il y a les pentagones, ceux-là ils sont 12, et des hexagones. On aurait bien aimé qu'il n'y ait que des hexagones, en fait, pour fabriquer un ballon de foot. Et ça ne marche pas. Il n'y a pas moyen de faire avec que des hexagones. Et il y a beaucoup de situations dans la nature où on se rend compte qu'on aimerait bien faire les choses avec que des hexagones et où ça ne marche pas. C'est vrai pour un nid de guêpe, c'est vrai pour la géode, c'est vrai pour tout un tas d'objets, les œufs d'une mouche, c'est vrai pour tout un tas d'objets où on a l'impression qu'il n'y a que des hexagones, il y a toujours 12 pentagones au milieu, à cause de la formule d'Euler, pour l'essentiel. Si on regarde pour le ballon de foot, il va y avoir 12 pentagones. Et puis, si on fait le compte, en faisant attention de ne pas trop se tromper, un hexagone, il est proche de 3 pentagones. Et autour d'un pentagone, il y a 5 hexagones. Avec chacun avec une arête commune avec le pentagone. Donc, j'ai a priori 5 fois plus d'hexagones que de pentagones. Mais comme chacun figure dans la liste pour celui-là, pour celui-là, pour celui-là, c'est-à-dire pour 3 pentagones, alors il y en a 3 fois moins. Donc il n'y a en fait que 20
hexagones et 12 pentagones. Ça fait 32 faces. Puis on pourrait compter le nombre d'arêtes, le nombre de sommets, et vérifier que la formule d'Euler est toujours valable. C'est-à-dire que pour tous les polyèdres qu'on peut déformer comme ça, en les gonflant en forme de ballon, en forme de sphère, eh ben, la formule d'Euler, ça marche, il n'y a pas de problème. Et la formule d'Euler, c'est quelque chose qui est aussi à l'origine du fait qu'il n'y a que 5 polyèdres réguliers convexes. On les a vus depuis le début, on a vu le cube, etc. Mais les polygones qui vont servir et les polyèdres qu'on va réussir à fabriquer à cause de la formule d'Euler, on ne pourra pas prendre autre chose que des triangles, des carrés et des hexagones, et on ne pourra pas obtenir plus de 5 polyèdres réguliers.